L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir. Voici les titres de ce journal. Au Sénégal, les acteurs de l'éducation se sont penchés sur la question de l'école publique. Cette rencontre initiée par le club Convergence Plurielle vise à consolider les acquis et à promouvoir le processus de formation d'une politique de changement. Nous irons en Italie pour parler de xénophobie. La première femme noire nommée ministre, Cécile Kyenge, d'origine congolaise, est la cible d'insultes racistes. Le Premier ministre italien Enrico Letta a demandé l'ouverture d'une enquête pour incitation à la haine raciale. Et puis en France, un an jour pour jour après l'élection de François Hollande, le bilan est négatif pour 76% des Français. Le président français a réuni ce matin son gouvernement pour un point d'étape, mais l'heure est plutôt au désenchantement. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir Africable Télévision pour vous informer. En ouverture de ce journal, le Niger, il y a de cela une semaine, une manifestation pacifique des jeunes de la région de Difa avait été fortement réprimée par les forces de l'ordre. Plusieurs jeunes avaient été arrêtés et d'autres grièvement blessés. Ils exigeaient le recrutement dans les sociétés pétrolières qui opèrent dans la région. Une dérive dénoncée par l'Alliance pour la réconciliation nationale, principale mouvance de l'opposition nigérienne, à travers une déclaration hier après-midi. Les détails avec nos correspondants permanents au Niger, Sarki Aboubakar et Razak Abaché. Il a fallu près d'une semaine pour que les partis politiques, membres de l'Alliance pour la réconciliation nationale, principale mouvance de l'opposition nigérienne, sortent de leur mutisme pour s'insurger contre la répression des manifestations pacifiques des jeunes de la région de Difa. Après Zender, Niamey et Gaïa, c'est aujourd'hui le tour des populations de Difa d'essuyer les violences des forces de l'ordre avec usage de balles réelles contre des manifestants pacifiques comme pour faire face à un ennemi sur le front de guerre. L'ARN condamne sévèrement le réflexe de la gâchette facile et la propension à la violence aveugle émanant de ceux qui ont pourtant le devoir régalien de protéger les citoyens et leurs biens. L'Alliance pour la réconciliation nationale affiche ainsi sa position et somme le gouvernement nigérien à une gestion transparente de cet incident et à un partage équitable des retombées issues de l'exploitation des richesses naturelles du pays. L'ARN exige le reversement intégral des 15% des redevances aux collectivités territoriales hôtes des sociétés extractives. La dépolitisation de l'accès aux emplois avec la priorisation au placement de la population autochtone, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur toutes les crises de malgouvernance, identifier et châtier les auteurs. L'ARN, principale force de l'opposition nigérienne, reste désormais en alerte pour dénoncer, selon ses propos, les dérives du gouvernement de la 7e République du Niger. Ils se disent pacifiques, mais ils gardent leurs armes près d'eux. En Libye, les anciens combattants encerclent toujours certains ministères de Tripoli. Ils ont obtenu la mise à l'écart de plusieurs figures de l'ancien régime. Ils demandent maintenant la chute du Premier ministre Ali Zeidan. Ils maintiennent la pression coûte que coûte. Les miliciens libyens encerclent toujours certains ministères de Tripoli. Ce week-end, ils avaient pourtant gagné une bataille. Une loi qu'ils revendiquaient a été adoptée. Elle écarte de toute responsabilité politique les personnes ayant occupé un poste à responsabilité sous le régime de Mouammar Kadhafi. Du coup, 4 ministres sont menacés, tout comme une quinzaine de députés.
Nous sommes restés là parce que nous voulons que le ministère des Affaires étrangères derrière moi soit nettoyé des personnes qui travaillaient avec l'ancien régime. Nous voulons voir l'application de cette loi sur le terrain et quand nous verrons que cela sera le cas, nous partirons immédiatement. Ces hommes armés, qui se présentent comme pacifiques, ont une autre revendication, la chute du Premier ministre Ali Zedane. Depuis son installation à la tête du gouvernement, cet ancien diplomate peine à s'imposer face aux anciens combattants. Leur bras de fer se jouera désormais publiquement devant les caméras. Dans le reste de l'actualité, le Kenya, où 2 Iraniens ont été condamnés à vie pour préparation d'attentats. 2 hommes âgés d'une 50aine d'années qui étaient jugés par un tribunal de Nairobi pour possession d'explosifs. Les 2 hommes avaient été arrêtés en juin dernier. Je l'annonçais en titre au Sénégal, les acteurs de l'éducation se sont réunis pour se pencher sur la question de l'école publique. Cette rencontre initiée par le club Convergence Plurielle vise à consolider les acquis et à promouvoir le processus de formation d'une politique de changement. Le reportage de nos correspondants permanents, Mariem Mbeng Faye, Suleiman Anne et Antoumar. Devenu plus qu'un objet de contemplation, le savoir est une force productive. Face à la compétitivité qui est devenue vitale pour tous les pays, le club Convergence Plurielle a axé sa réflexion sur l'importance de l'éducation. Pour nous au Sénégal, quels sont les enjeux? Un premier enjeu majeur, c'est la construction de l'état de droit et de la démocratie. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une culture démocratique majoritaire dans la société. Or, une culture démocratique majoritaire dans la société demande une éducation à la démocratie. Un nombre important de jeunes arrive dans le marché du travail. Et ce marché du travail n'offre plus d'emploi. Une situation que compte renverser le club Convergence Plurielle. Question fondamentale pour l'éducation, comment assurer l'employabilité des jeunes? Comment, au-delà de l'emploi, créer chez les jeunes l'esprit d'initiative nécessaire pour entreprendre? Comment créer chez les jeunes les compétences nécessaires pour développer un auto-emploi? Au Sénégal, plus de 50% de la population de plus de 15 ans est analphabète. Un pourcentage décrié par les acteurs de l'éducation qui comptent inciter les jeunes à fréquenter l'école. L'actualité en bref et en images nous conduit en Tanzanie, en Guinée-Bissau, au Maroc et puis en Libye. Une compilation signée Sékou Tangara. Tanzanie, 2 personnes ont été tuées et au moins 64 blessés dans un attentat perpétré ce dimanche contre une église d'Arusha dans le nord du pays. Il n'y a pas eu de revendication, mais les tensions se sont accrues ces derniers mois entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Des sources officielles, 6 personnes, dont 4 Saoudiens, ont été arrêtées. Guinée-Bissau, c'est une course contre la montre que les autorités de transition ont engagée depuis une dizaine de jours. Le pays sera au cœur des débats ce jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU. Les partis politiques, la société civile et l'armée sont réunis à l'Assemblée nationale pour s'entendre avant cette date sur un calendrier détaillé des 7 mois restants de la transition. Au Maroc, quelques 2000 personnes ont participé hier à Casablanca à une marche blanche pour dénoncer la pédophilie et les violences faites aux enfants. De nombreuses mères de famille ont ainsi défilé sur la corniche de la capitale économique avec pour slogan « Non à la pédophilie au Maroc » ou encore « Protégeons nos enfants, ils sont l'avenir du pays ». États-Unis, une commission du Congrès va interroger ce mercredi plusieurs personnalités liées à l'affaire de Benghazi afin d'essayer de savoir ce qui s'est réellement passé le 11 septembre dernier lors de l'attaque contre le consulat américain qui avait coûté la vie à l'ambassadeur et 3 agents de sécurité. La chaîne CBS a révélé dimanche certaines déclarations d'un témoin majeur qui pourrait embarrasser l'administration Obama. La xénophobie est-elle en train de gagner du terrain en Europe? En Italie, la première femme noire nommée ministre, Cécile Kyenge, est la cible d'insultes racistes. Des attaques proférées par des députés et largement relayées sur Internet. C'est le visage de la diversité du tout nouveau gouvernement italien.
Sur la photo de famille, Cécile Kyenge est la nouvelle ministre de l'intégration aux côtés d'Enrico Letta, le Premier ministre. Tout un symbole. La première femme noire de l'histoire a accédé au gouvernement. À peine rentrée en fonction et déjà cette ophtalmologiste de formation originaire de la République démocratique du Congo est la cible d'attaques racistes. Sur Internet, on la traite de Zoulou, de guenon congolaise ou encore de ménagère modeste et inadéquate. Piquée au vif, la réplique de la ministre ne s'est pas fait attendre. Je ne suis pas une personne de couleur. Moi, je suis noire et je tiens à le souligner, j'en suis fière. À la tête de ce déferlement raciste, Mario Borghesio, un député européen de la Ligue du Nord, un parti d'extrême droite. Il a dénoncé un gouvernement bonga-bonga en référence aux origines africaines de la ministre. Et en Italie, ce n'est pas une première. Mario Balotelli, le joueur star du Milan AC, est régulièrement pris pour cible par les supporters à coups de cris de singe et autres insultes racistes. C'est également l'un des titres de cette édition. Un an, jour pour jour, après l'élection de François Hollande, le bilan est négatif pour 76% des Français. Il a réuni ce matin son gouvernement à l'Élysée pour un point d'étape, mais l'heure est plutôt au désenchantement. Les promesses du candidat Hollande tiennent en 60 engagements. L'emploi, l'économie sont les principaux défis à relever. Pour François Hollande, cela passe par la baisse du coût du travail. Le pacte de compétitivité est mis en place et pour créer de l'emploi, le gouvernement lance le contrat de génération, les emplois d'avenir et la sécurisation des parcours professionnels fait l'objet d'une loi. Des mesures qui ont un seul objectif, répété à de nombreuses reprises par le président. Toutes nos forces seront tendues vers un seul but, inverser la courbe du chômage d'ici un an. Sur le plan économique, la taxe à 75% est pour l'instant repoussée et l'objectif de 3% de déficit en 2013 abandonné. Une politique qui, pour beaucoup, ne suffira pas à réduire le chômage. On ne voit pas comment, tant qu'on reste dans cette stratégie européenne, comment le chômage pourra baisser malgré tous ces efforts faits par le gouvernement. Donc il y a des réformes qui sont mises en place, mais des réformes qui ne permettront pas ce rebond tant que l'austérité sera aussi démesurée. Emblématique, les promesses de société. Malgré une forte opposition, le gouvernement est allé jusqu'au bout sur le mariage pour tous. En revanche, le droit de vote pour les étrangers aux élections locales est pour l'instant abandonné. Une politique loin des attentes de l'électorat de gauche. On attendait un autre changement, pas simplement un changement de la manière de faire de la politique, mais un changement sur les politiques conduites, politique fiscale, sociale, redistributive, et que ce changement-là, eh bien, les électeurs de gauche n'ont pas le sentiment qu'un an après, ils soient au rendez-vous. Le seul élément sur lequel les Français jugeront l'efficacité de la politique de François Hollande sera le chômage, et pour l'instant, aucune bonne nouvelle n'est à attendre en matière d'emploi. L'actualité en Syrie, avec cette information qui pourrait bien se révéler embarrassante pour les Occidentaux si elle venait à se confirmer. La rébellion aurait donc utilisé des armes chimiques. C'est en tout cas ce qu'affirme Carla Del Ponte. Elle est membre de la commission d'enquête de l'ONU. Il s'agit d'un gaz invisible, inodore, capable de tuer par simple contact avec la peau. Des convulsions dues au gaz sarin, un agent chimique mortel qui paralyse les voies respiratoires. Une arme de guerre prohibée dont Damas s'est régulièrement vu accusé d'utiliser, mais coup de théâtre hier avec les révélations de Carla Del Ponte. Nos investigations démontrent que ces armes ont été utilisées par les rebelles. Par contre, nous n'avons aucune preuve qui nous indique que le gouvernement syrien ait utilisé ce type d'armes chimiques. Des accusations qui expliquent peut-être la prudence du président Barack Obama la semaine dernière à propos des accusations véhiculées sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Nous avons maintenant des preuves que des armes chimiques ont été utilisées contre la population syrienne. Mais on ne sait pas comment ces armes ont été utilisées, quand elles ont été utilisées, ni qui les a utilisées.
Ces investigations, qui devront encore être approfondies, éclairent d'un jour nouveau les rapports de force en Syrie et le rôle joué respectivement par le régime et par les rebelles, souvent des mercenaires venus de l'étranger, accusés de perpétrer sur sol syrien de nombreux crimes de guerre. C'est le deuxième raid mené en 48 heures en Syrie par l'État hébreu. Il a lieu hier. Israël qui cherchait à empêcher un transfert d'armes au Hezbollah libanais. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se déclare très préoccupé. Il appelle au calme afin d'éviter une escalade du conflit syrien. Sur les hauteurs du plateau du Golan, les chars israéliens sont en pleine manœuvre pour tenir le voisin syrien à distance. Entre vendredi et dimanche, l'aviation israélienne a mené 2 raids à proximité de Damas. Même s'il n'y a pas eu de confirmation officielle, l'État hébreu semble vouloir empêcher un transfert d'armes venues d'Iran vers le Hezbollah libanais. Toutes ces rumeurs autour du raid israélien en Syrie dont parlent les médias internationaux et régionaux, qu'ils aient eu lieu ou non, confirment la théorie de la République islamique d'Iran au sujet de la crise dans la région. La motivation principale derrière la crise syrienne est de saper la résistance régionale contre Israël. Pour le régime de Damas, la situation est claire. Ces attaques contre la Syrie démontrent les liens que l'État hébreu entretiendrait avec la rébellion. Israël vient de prouver son alliance avec les groupes extrémistes. La communauté internationale doit prendre conscience des répercussions dangereuses de cette agression sur l'ensemble de la région. Même si la Syrie montre les dents, selon certains analystes, il est peu probable qu'elle réplique dans l'immédiat. La Syrie ne peut pas riposter sans l'approbation de l'Iran et aussi du Hezbollah. Seul l'Iran peut donner son accord parce que Téhéran est le principal soutien de Damas en termes d'armement. Et je suppose que l'Iran ne veut pas entrer en guerre maintenant. De son côté, la communauté internationale fait part de son inquiétude. Le secrétaire général des Nations Unies, qui redoute une escalade du conflit syrien, a appelé toutes les parties au calme. Retour au Sénégal avant de refermer cette édition. Un nouveau magazine bimensuel a pris place dans les kiosques ce mois d'avril à Dakar. Afrique Perspective, le journal d'information générale sur l'Afrique et le monde, ambitionne d'innover le paysage médiatique. Mohamedou Dia, éditeur du nouveau journal panafricain, nous en dit plus dans ce reportage de Louise Tina Sagnan, Bendambay et Antoumar. Afrique Perspective arrive dans le paysage médiatique. Dans l'ambition d'apporter une nouvelle touche dans l'information, le bimensuel panafricain traite l'actualité politique, économique et sociale de la sous-région. Pour Afrique Perspective, innover, c'est aller au-delà des attentes. Ce n'est certainement pas un bimestriel de plus, c'est un journal panafricain qui a décidé d'investir le créneau donc, de l'analyse prospective et qui a décidé donc d'aller à la rencontre des tenants de pouvoir et de savoir, surtout dans tous les domaines. Parce que ce qui fait défaut en Afrique, c'est surtout, disons, l'existence de ce qu'on appelle des think tanks à l'américaine, c'est-à-dire des structures qui réfléchissent non seulement sur le présent, mais sur ce que serait l'avenir. Et c'est cela la prospective. Donc, le continent africain est à la croisée des chemins en ce moment. Donc, il faut que les Africains eux-mêmes réfléchissent sur le présent, pour mieux penser l'avenir et le préparer surtout pour les nouvelles générations. C'est pourquoi donc Afrique Perspective a décidé donc d'investir ce créneau-là et d'aller à la rencontre des Africains de tous horizons. Les dés sont jetés. Le nouveau magazine de l'analyse prospective africaine est dans vos kiosques tous les 2 mois, distribué dans toute l'Afrique de l'Ouest. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.